Au premier point, peut-être un petit retour sur la convention de 2016 que vous avez signée dès août 2016, ce qui n'était pas forcément la tradition du syndicat. Et quand d'ailleurs j'avais ouvert la négociation début 2016, on m'avait prévenu qu'il ne fallait absolument pas espérer la moindre signature du bloc, que ça ne se produisait à jamais, que c'était impossible, et que c'était même pas la peine d'essayer. C'est des médisants. Oui, c'était nombreux. Alors même qu'il y avait évidemment des sujets qui étaient à la fois celui de la valorisation d'un certain nombre de vos actes, qui appelaient certainement qu'on s'y penche, et puis à la faveur de ce sujet, lié à ce sujet, c'est un peu différent, mais il y a un lien entre la valorisation des actes et le sujet des dépassements ou des compléments d'honoraires, chacun choisira son terme, une question d'accès aux soins pour les patients, par ailleurs dans un contexte que vous connaissez de moindre couverture dans le cadre de la mise en place des contrats responsables. Et honnêtement, je le dis devant vos trois présidents, nous avons fait connaissance, on s'est écouté, on a beaucoup dialogué, on a essayé de comprendre le point de vue de l'autre, ce qui est quand même dans une négociation une bonne manière de faire. Et puis on a essayé de trouver des chemins, y compris un peu en innovant, j'y reviendrai, c'est le cas de l'Optamco, pour permettre dans cet accord un certain nombre d'avancées qui ne sont pas négligeables et qui ont consisté d'une part, comme vous le savez, à étendre le champ des modificateurs JEK à peu près 250 actes supplémentaires, ce qui est une demande ancienne de votre organisation, de revaloriser le modificateur K de 11 à 20%, quasi doublement, de revaloriser des majorations de nuit, dimanche, et la mise en place d'un modificateur spécifique, le modificateur O, pour la prise en charge rapide des urgences vitales, relevé de 2 points le modificateur 7 pour les anesthésistes, et enfin, surtout, mais aussi, transformer assez profondément le CAS, qui est devenu Optam avec des évolutions importantes, qui est devenu Optamco pour 2 spécialités principalement, même si certains peuvent signer des Optamco sans être chirurgien ou gynécologue, en le fondant sur un mécanisme plus simple, plus lisible, puisqu'il ne s'agit pas d'une rémunération ex post, mais il s'agit d'une valorisation sur la base de cas de vos actes. Alors quel bilan peut-on faire 2 ans plus tard? Bien sûr, les mesures prévues sont entrées en vigueur, de manière tout à fait, je dirais, stricte, scrupuleusement respectueuse des engagements. Je n'arrive pas ici avec des chiffres précis, a fortiori par spécialité, mais quand j'entends l'ami Garbi dire que, en fait, les suppléments de valorisation se sont traduits par une moindre activité, parce que, pour le raisonnement qui vous a exposé, je ne le retrouve pas dans mes bases, en fait. Voilà. Tout simplement. Si cela avait eu lieu, du coup, le surcoût pour l'assurance maladie, qui était le surcoût que nous avions anticipé, ne serait pas celui que nous observons, qui est en réalité un impact financier qui est non seulement conforme à nos anticipations, mais qui est un peu supérieur à nos anticipations. Parce que le nombre notamment de contrats, de signatures de contrats Optam et Optamco est un peu supérieur à nos anticipations. Donc à ce stade, je me permets moi de modérer la vision qui peut correspondre à une théorie économique d'ailleurs, où lorsqu'on valorise fortement les actes, il y a un effet sur les volumes de ces derniers. Je ne le vois pas totalement à ce stade.
Si on est dans les clous et même un peu au-delà, c'est en effet parce que l'Optam et son cousin l'Optam Co ont attiré un nombre de professionnels très significatif. Le nombre d'adhérents a plus que doublé pour les 3 spécialités que vous représentez. Et nous sommes aujourd'hui à 60% des gynéco-obstétriciens éligibles à l'Optam Co qui a signé 55% pour les chirurgiens. Et nous sommes en revanche un peu en dessous pour les anesthésistes s'agissant de l'Optam, mais avec là aussi un presque doublement en 2 ans du nombre de signataires. Quand on regarde l'évolution des taux de dépassement, et là nous manquons un peu de recul, puisque ce que j'ai aujourd'hui, c'est la comparaison entre le premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017, et raisonner sur des semestres, c'est un petit peu décalé, il vaut mieux avoir des années complètes. Et quand on prend juste cette comparaison semestrielle 18 sur 17, on a une baisse du taux de dépassement de quasiment 5 points, 4,4 pour les chirurgiens et de 9 points pour les gynécologues obstétriciens. Ça n'est pas encore clair pour les anesthésistes, mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est encore un mouvement qui est à consolider. Ces chiffres-là vont d'ailleurs progresser, parce que par ailleurs, ce que nous observons, c'est que tous les signataires de l'Optam Co n'ont pas encore complètement intégré les règles de l'Optam Co. Voilà. Vous le savez, j'en dis un mot. Il se trouve que cette première année a été aussi une année un peu d'appropriation des mécanismes. Il y a pu y avoir un peu d'approximation, j'utilise le terme avec des guillemets, dans le respect des engagements pour certains des signataires. Honnêtement, je le dis avec beaucoup de sincérité, dû fondamentalement un peu à la complexité du contrat et peut-être, je dirais, d'explications insuffisantes au moment des premières visites des délégués d'assurance maladie. Par ailleurs, on me le signale assez régulièrement d'un retour d'information sur votre pratique tarifaire qui a, pour les données du premier semestre 2018, un peu tardé, puisque ce n'est que depuis le 1er septembre que sur Espace Pro, parce que c'est bien sur Espace Pro, je l'ai vérifié, sur notre dernière commission paritaire nationale, nous avons pu uniquement en septembre vous livrer vos résultats sur le 2e trimestre. Nous en avons évidemment discuté avec vos présidents, en considérant que s'agissant d'une première année, il n'était évidemment pas question de sanctionner, de fermer des contrats pour ceux qui seraient au-dessus de leurs engagements, mais il était important en revanche d'adresser, et nous avons fait des courriers d'alerte, d'information et d'alerte, et même de vous proposer que les délégués d'assurance maladie reviennent pour pouvoir repréciser les règles, et notamment vous fournir des supports personnalisés portant sur les principaux actes sur lesquels vous réalisez des dépassements. Et me dit-on, j'espère que c'est exact, cet outil sur les principaux actes a été, semble-t-il, apprécié. Nous serons évidemment vigilants, nous continuerons à faire de la pédagogie, nous essaierons d'être scrupuleux dans le fait de vous livrer tous les trimestres une information qui vous donne la photo de votre pratique tarifaire du trimestre précédent. Et moi, je ne doute pas que tout ceci va, je dirais, se conformer à ce qu'est la règle et le mécanisme de l'Optam Co. Et ainsi, nous aurons à la fois une montée en charge que je souhaite voir se poursuivre et des résultats qui seront plus nets encore qu'ils ne le sont déjà. Un petit mot quand même sur d'autres mesures que nous avions inscrites dans l'accord et sur lesquelles nous étions engagés à travailler. Je pense notamment à certains actes d'anesthésie et puis plus récemment le travail sur la liste des actes éligibles aux modificateurs O, J, K et T.
Alors, sur l'anesthésie, nous avions convenu, c'est un point important pour vous, dès la Convention de 2016, d'examiner les conditions dans lesquelles nous pourrions mieux valoriser ou valoriser tout simplement l'analgésie post-opératoire par la création d'un acte spécifique et d'étendre les indications de l'acte d'écoguidage. Cet engagement donc, a donné lieu à un groupe de travail qui a permis d'avancer dans la définition de gestes complémentaires ou supplémentaires pouvant être inscrits à la CCM, afin notamment de mieux valoriser l'écoguidage. Nous n'avons pas encore abouti, parce que, pour une raison que je vais évoquer très directement, il n'y a pas d'ambiguïté, l'écoguidage est une technique importante au service de la qualité et de la sécurité des prises en charge, et donc elle mérite en effet d'être valorisée à son juste niveau. Mais sur ce sujet, comme pour toute évolution de la nomenclature, cette mesure ne peut déboucher que si nous savons en maîtriser les impacts budgétaires. Et aujourd'hui, voilà, les travaux restent encore en cours. Nous pensions avoir défini quelque chose qui était dans l'épure sur lequel nous étions d'accord. Les équipes sont en train de travailler pour affiner leurs évaluations parce qu'au jour où on se parle, un doute s'est glissé sur ce point. Et donc nous allons nous revoir pour voir comment faire aboutir ce sujet. Sur le groupe de travail sur les modificateurs, il poursuit ses travaux sur le groupe de travail OJKT. C'est évidemment comme chaque fois un travail minutieux, acte par acte. Et nous comptons sur l'appui de Jacques Morel, notre président d'achat, pour nous y aider. Je voudrais dire un mot maintenant de la maintenance, et faut-il dire maintenance ou doit-on pas envisager un peu plus ambitieux sur la CCAM. Dès l'accord de 2016, nous avions indiqué que nous souhaitions rompre avec ce qui avait été finalement le constat des années 2004-2016, une absence de maintenance de la CCM et d'évolution de la CCM, qui finalement, quand on reprend la date des premiers travaux, date maintenant d'il y a une vingtaine d'années, elle n'a pas été renouvelée depuis, autrement que par des inscriptions successives de nouveaux actes, d'accord, l'ajout de modificateurs divers et une convergence qui n'est pas totale, même relative, vers les tarifs cibles. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que faute de maintenance, ces tarifs cibles restent calculés à partir de paramètres qui n'ont pas été réévalués depuis 15 ans, et donc une hiérarchisation du travail médical qui ne reflète plus nécessairement les difficultés réelles, actuelles, relatives à leur réalisation. Et si on y ajoute les effets que nous ne prenons pas en compte, faute de maintenance des avancées technologiques, le jeu complexe des modificateurs, nous avons aujourd'hui des tarifs pratiqués par les professionnels sur les très nombreux actes de la CCM qui ne reflètent plus nécessairement une logique d'allocation des ressources et de valorisation des actes qui soit juste et objective. Quelques exemples simples que chacun ici connaît. Si on prend l'exemple de la cataracte, de 850 000 données 2017 actes réalisés, opération très fréquente donc par son volume, totalement standardisée, réalisée en quelques minutes avec une anesthésie locale topique, valeur de l'acte 383 € en y ajoutant l'anesthésie. Une appendicectomie classique coûte 100 €. 2 mois, pardon. Et un canal carpien 2 fois moins que le chiffre évoqué. Quand, dans le même temps, la pose d'un stent coronaire sans anesthésie coûte 300 €. On a donc ainsi une complexité, des valeurs d'actes qui ne paraissent plus correspondre à leur complexité et au temps passé, et donc ainsi une perte d'efficience du système de soins, des actes faciles à réaliser, bien rémunérés qui se multiplient, tandis que ceux plus complexes
étant le tarif est relativement bas, a tendance, pas forcément à être délaissé, mais forcément facturé avec des compléments d'honoraires, des dépassements d'honoraires de plus en plus importants. Nous avons des actes obsolètes qui sont parfaitement décrits, alors qu'ils sont depuis très longtemps remplacés par des actes qui intègrent de nouvelles techniques, mais qui ne sont pas, eux, décrits correctement et précisément dans la nomenclature. Donc c'est ce constat qui doit nous conduire, je crois, à envisager une révision ambitieuse de la CCM pour en faire, ce qui est son objectif, un outil de tarification qui soit à la fois juste, adapté et qui favorise évidemment la pertinence des actes. Reconnaissons que si nous n'avons pas su le faire depuis 2004, c'est parce que nous n'avons pas non plus su trouver le cadre méthodologique, les conditions, les moyens aussi, parce que c'est lourd à faire, ça prend du temps, ça mobilise beaucoup de ressources, de part et d'autre d'ailleurs, chez vous et chez nous. Les règles du jeu, y compris les règles du jeu aussi en termes d'impact économique de tout cela, pour réaliser ce travail. Un premier échange, je crois, a eu lieu lors de la dernière chape, où ce sujet a été abordé. Je pense que si nous voulons y aller, nous devrons évidemment nous fixer des priorités, parce qu'il ne sera pas possible de tout traiter dans une seule phase. Fixer des règles du jeu, budgétaires, parce qu'il faudra rester quand même dans un cadre économique maîtrisé, sans quoi les choses s'arrêteront très vite, tout simplement. Et puis une méthode qui devra évidemment, c'est même inutile de le rappeler, s'appuyer sur les professionnels que vous êtes, tout au long du cycle de travail qui doit partir évidemment d'une évaluation de l'état de l'art médical, au travers, je le crois, de la mobilisation des conseils nationaux professionnels, qui sont des instances d'autant plus utiles et précieuses que les conseils nationaux professionnels rassemblent à la fois une dimension société savante et une dimension organisation syndicale représentative, et en mêlant à la fois des médecins travaillant libéraux et travaillant dans le secteur hospitalier public. Et donc je crois que ce sera l'un de nos chantiers de l'année prochaine que d'engager ce projet ambitieux en réalité, ambitieux, mais qu'il est maintenant nécessaire et même presque urgent d'engager. Quand on pose le fait qu'on veut maintenir la CCM et essayer d'aller vers une juste valorisation des actes, ça veut dire implicitement que nous ne portons pas l'idée qu'il faut supprimer la rémunération à l'acte. Sans quoi, on ne serait pas en train de se dire qu'il faut faire évoluer la CCM. On arrêterait, on dirait, regardez, cette CCM est obsolète, passons à autre chose. Donc je le dis parce que il y a, je le sais, une crainte, une sorte même de procès d'intention sur le fait qu'il s'agirait de passer de la rémunération à l'acte à autre chose. S'agissant de spécialités techniques comme les vôtres, je ne sais pas dire très bien ce qu'est cette autre chose. Je ne comprends pas bien comment vous proposez de la capitation. On peut toujours le voir fonctionner avec des avantages et des inconvénients sur les médecins généralistes traitant dans certains pays, sur les spécialités qui sont les vôtres. Je ne sais pas très bien ce que ça pourrait être, alors c'est du salariat, mais en mode libéral, je vois très bien à quoi ça peut correspondre. Je le dis parce que le thème que vous m'avez invité à traiter, c'est le paiement à l'acte qui est remis en question. Je tiens quand même à la question que vous m'avez demandé de traiter. Donc j'y apporte un premier élément de réponse. Et donc je suggère que voilà, on ne cède pas à des fantasmes ou à des procès d'intention, tout en assumant, il faut rentrer aussi dans la complexité de ce sujet, qu'on ne doit pas s'interdire de réfléchir à des adaptations des modes de rémunération pour une raison un peu de principe, qui est que tout mode de rémunération a ses avantages et ses inconvénients. Je ne vais pas ici insister trop longtemps sur les avantages de la rémunération, parce que je sais que vous y êtes très attachés. Vous n'êtes toujours pas tout à fait au clair sur ce qui vous paraît, je dirais, sécurisant, entre guillemets, en tant que médecin libéral, le fait d'être rémunéré à l'acte. Mais ça a aussi des inconvénients, la rémunération à l'acte, parce que
que ça entretient, quoi qu'on dise, une logique ou une forme, une tentation, pas toujours vérifiée, mais qui est là de course au volume, et ça n'intègre pas dans les mécanismes qui définissent le tarif de cet acte réalisé trois éléments qui me paraissent essentiels. C'est la pertinence de l'acte, la qualité de sa réalisation et la bonne coordination de la prise en charge dans les suites de l'acte réalisé. Or, ces trois dimensions, pertinence, qualité, coordination, ce ne sont pas des sujets accessoires, ce sont des sujets qui sont au contraire, à mes yeux, qui correspondent à des enjeux sur lesquels notre système de santé, et particulièrement en France, a besoin aujourd'hui de réaliser des progrès. D'abord parce que c'est évidemment utile et nécessaire pour la qualité même des prises en charge du point de vue des patients, mais parce que, par ailleurs, et c'est un argument auquel je souhaite vous rendre sensible, parce que c'est aussi une manière de rééquilibrer les leviers de régulation qui s'exercent sur la maîtrise des dépenses de santé. Nous avons besoin de réguler les dépenses de santé si nous voulons préserver un modèle de solidarité. Parce que la chronique historique des déficits, forcément, porte atteinte au niveau de remboursement et de couverture solidaire des dépenses. Je suis le premier à souligner que quand on regarde les statistiques de manière comme ça, faciale, on voit que la part de l'assurance maladie obligatoire dans la couverture des dépenses de santé en France sur 10-15 ans est finalement stable, 78%. On pourrait donc en déduire qu'il n'y a pas eu de remboursement, de déremboursement au cours des 15 dernières années. En réalité, les choses sont plus subtiles. Nous avons eu des déremboursements qui ont été masqués par un effet de structure lié à l'augmentation régulière des patients en affection de longue durée, dont la prise en charge est par définition intégrale pour les actes qui relèvent de cette prise en charge. Donc, les déficits, entre guillemets, ont évidemment érodé les prises en charge au cours des dernières années. Et donc, il y a un enjeu, me semble-t-il, si l'on veut rester dans un modèle solidaire d'accès aux soins, ce qui est un enjeu pour les patients, ce qui est un enjeu pour vous, en tant que soignant, en tant que citoyen, je n'en ai aucun doute, mais aussi en tant qu'acteur économique. Je crois que c'est important de réussir à tenir cet équilibre dans la durée. Ce que nous sommes en train de réussir à faire depuis maintenant quelques années, par le fait que la progression des dépenses de santé prises en charge en cas de l'ONDAM par l'assurance maladie, qui galopait au début des années 2000, quand l'ONDAM a été créé à 5, 6, 7%, on est arrivé à 7% de progression de la dépense. Très au-dessus de ce que l'ONDAM était. L'ONDAM voté par le Parlement devait être de 2-3%, pas de 2, 3-4%. L'ONDAM exécuté était très au-dessus. Puis progressivement, ça dit quand même, ce que le Parlement vote, il faut quand même qu'on respecte. Et puis, cet ONDAM, il faudrait peut-être à un moment donné le ramener à un rythme à peu près conforme à l'évolution des recettes. Parce que si on veut supprimer un déficit, arithmétiquement, il faut juste que le rythme d'évolution des dépenses et le rythme d'évolution des recettes se rejoignent. Et vous savez que l'évolution des recettes, la masse salariale, les cotisations, la CSG, la TVA, il y a un peu de recettes de TVA, ça progresse en France autour, un peu au-dessus de la croissance en réalité, un peu au-dessus de la croissance. La masse salariale en France a toujours été un peu plus rapide que la croissance économique, enfin on est dans ces domaines. Et donc on a donc un ONDAM qui progressivement s'est calé sur un point d'équilibre, qui est le point d'équilibre de la soutenabilité du modèle de protection, qui fait quand même qu'en France, quand même, malgré tout, on accède globalement bien aux soins, quoi qu'on en dise. Sauf que le tendanciel de dépenses, il n'est pas à 2%, il est plutôt à 4%. C'est quoi le tendanciel de dépenses? C'est l'évolution naturelle de la dépense de santé si on ne fait rien. Si on laisse le système offre-demande, pratique en place, organisation en place, parcours en place, prix en place, sans rien toucher. 4%. Donc déficit assuré, et on fait, voilà. Comment est-ce qu'on a réussi au cours des dernières années de ramener le 4% qui est tendance à ce 2%? Comment on a réussi à faire ces fameuses économies dont on parle chaque année en disant l'assurance maladie propose
3 milliards, 4 milliards d'économies. Ces 3 à 4 milliards, vous l'avez bien compris, ce n'est pas des dépenses en moins. C'est juste de dire, il y a un tendanciel à 4%, ça fait à peu près 8-10 milliards de plus l'année prochaine. On va se dire qu'on va faire non pas plus 10 milliards, mais plus 5 milliards, ce qui est le 2% mondial. Donc les économies dont on parle, c'est ramener des plus 10 milliards à plus 5 milliards, de plus 4% à plus 2%. Comment est-ce que, fondamentalement, on a réussi à ramener les choses dans cette épure-là? Plutôt quand même par des leviers tarifaires. Dans le secteur du médicament, c'est des travaux que nous menons, dans le cadre du CEPS, où nous rejoignons les tarifs, ce qui est assez logique parce qu'un médicament a un cycle de vie, il est innovant au début, il est moins au milieu, et tout à la fin, les prix s'ajustent, c'est assez logique. Dans le domaine des soins, des actes, des séjours, c'est une régulation tarifaire qui s'est appliquée, l'année Garbi en a parlé abondamment dans le champ des établissements de santé, où chaque année, en fonction du volume des actes, on baisse un petit peu les tarifs chaque année. C'est une régulation tarifaire. Et puis du côté de la ville, on ne baisse pas les tarifs. Enfin, on ne les augmente pas non plus, je dirais, aussi régulièrement que ce que vous pourriez souhaiter. Et vous ne manquez pas souvent de nous dire, regardez quelle est la valeur des actes en France par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs. À côté de ce levier tarifaire qui a été mobilisé, enfin, il y a ce levier tarifaire mobilisé, mais à côté de ce levier tarifaire, il y a d'autres gisements, d'autres gains potentiels qui sont réellement liés à tous ces sujets d'inefficience, d'actes redondants, de réhospitalisation équitable, d'actes non pertinents. Je ne vais pas ici en faire la liste, c'est évidemment foisonnant, et ça n'est pas une critique adressée à chacun, chacune, chacun. Ici présent ou ailleurs. Et ça se rencontre dans tous les pays. L'OCDE dit c'est 20%. Bon, je sais pas si ce chiffre est exact, on ne l'a jamais calculé comme ça. Bon. Enfin, c'est évidemment considérable. L'assurance maladie, elle pense que c'est mieux d'aller faire des économies là-dessus que sur le levier tarifaire. Et donc, nous cessons d'année en année d'essayer de travailler à ce qu'on appelle la maîtrise médicalisée. Nous avons là récemment encore pris de nouvelles initiatives en se disant on va essayer de travailler avec les conseils nationaux professionnels en les mettant davantage en responsabilité pour définir des éléments de bonne pratique ou de pas bonne pratique. Parce que plus ça part de vous, plus ça part des CNP, plus ça a de chance à un moment donné d'être partagé, relayé et intégré par les confrères des différentes spécialités. Moi je crois qu'on voit cela. Mais il y a un moment donné où si ça ne s'intègre pas dans l'équation économique, on peut continuer à faire des débats et des colloques pendant des années et des années. S'il y a une contradiction entre le discours, l'intention et le modèle de tarification, je pense qu'on continuera à faire de la régulation tarifaire. Ou alors on laisse filer le déficit. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Bon. Donc il faut à un moment donné qu'on arrive à trouver et à réfléchir ensemble à ce que pourrait être une évolution des tarifs, des voies de tarification, ce que tous les pays recherchent d'ailleurs. Ce n'est pas une lubie française, c'est pas tout d'un coup réveillé en disant on va faire des choses. Je crois qu'on est même plutôt on a plutôt été un petit peu tardif par rapport à beaucoup de pays qui essayent d'expérimenter, qui corrigent, qui modifient pour essayer de trouver des équilibres. Voilà. C'est pas une révolution, c'est pas un temps des rémunérations, c'est pas une forfaitisation des rémunérations, mais c'est juste d'essayer de trouver des éléments qui intègrent. Je prends, là j'espère que je ne vais pas agacer, mais je rappelle juste des éléments sur la pertinence. C'est pas la pertinence, c'est plutôt les différences de qualité. Parce qu'il y a des différences de qualité entre les établissements. Quand on prend ce que nous donne les données du PMSI sur la prothèse totale de hanche et qu'on regarde le taux de reprise sur la base d'éléments standardisés. On a sur les 25% d'établissements, je suis sur les établissements les moins performants, ont 2,5 fois plus de reprises que les 25% les plus performants. Quand on prend les 10% les moins performants, il y a 7 fois plus de reprises que sur les 10% les plus performants. Quand on prend la prothèse totale du genou, les 10% les moins performants ont 4 fois plus de reprises que les 10% les plus performants. Peut-être que ces chiffres sont
il y a une réalité que chacun, que vous observez vous-même, que vous connaissez probablement mieux que moi d'ailleurs, y compris sur les transferts en SSR. On a des différences de pratique d'un établissement à l'autre, qui sont significatives, qui sont à 2 à 3 fois supérieures ou inférieures selon qu'on prend les deux extrêmes, les déciles opposés. Donc il y a évidemment des leviers de gains et d'économies dès lors que nous attaquons le sujet par ça. La démarche que l'assurance maladie a souhaité favoriser s'agissant des rémunérations, c'est de favoriser un cadre expérimental. L'assurance maladie assume d'avoir été très largement à l'origine de l'article 51. Très largement. On l'a écrit dans notre rapport chargé de produits de juillet 2017, parce que nous pensons que c'est une approche tout à fait intéressante, parce qu'elle permet à la fois d'être sur le volontariat, de construire ou de co-construire avec les acteurs les éléments de cahier des charges qu'on veut essayer, et puis d'évaluer pour voir si ça marche et de cas échéant corriger. Nous l'avons donc rendu possible par l'article 51, et sur les épisodes de soins, et notamment sur ces 2 épisodes de soins, prothèse totale de hanche et du genou, nous avons procédé par une démarche sur laquelle je souhaite insister en termes de méthode, qui est non pas de balancer un cahier des charges en disant voilà, nous on sait comment il faut faire, qui veut venir, on a dit, on fait un appel à la manifestation d'intérêt, c'est-à-dire quoi? Qui veut réfléchir avec nous à comment bien le faire? Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un appel à la manifestation d'intérêt, on a eu honnêtement beaucoup de monde, 60 à 70 équipes, avec de tout. Il y avait des établissements, donc il faut, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un établissement et des médecins. Ça marche rarement l'un sans l'autre. Et il y avait des établissements FEA, des établissements FHF, des établissements FHP. Bon. Et l'idée, c'est de dire, venez avec nous, donc il y avait presque, je crois que c'était 60-70, et on en a choisi quelques-uns. D'ailleurs, ils ont mal vécu le fait de ne pas être choisis, mais pour eux, c'est uniquement d'être retenus pour participer à des groupes de travail. Et travailler à comment on pourrait le monter de manière intelligente, en traitant de plein de sujets. C'est quoi les risques de sélection? Donc, comment, du coup, évidemment, on intègre ce risque et on l'intègre dans la définition du tarif. Qu'est-ce qu'on fait des dépassements de l'honoraire? Évidemment, on a traité cette question dans un sens qui est nature à vous rassurer. Comment on traite les DMI? On a considéré qu'il fallait sortir du calcul, etc. Et donc, il y a toute une série de choses qui sont en train de cheminer et qui devraient permettre, je l'espère, de définir un cahier des charges qui sera le meilleur possible et qui permettra ensuite à ceux qui le souhaitent de venir, de s'y inscrire. Et puis on fera une évaluation, puis on verra si ça marche, quels sont les avantages et les moyens. Il n'y a pas que la Suède, je sais que le modèle suédois a suscité des critiques, il y a d'autres pays qui le font, et on verra bien. Et je pense que c'est une méthode intelligente, respectueuse, co-construite, de voir si on peut trouver des évolutions qui n'ont pas vocation à réduire vos revenus, qui ne doivent pas, évidemment, c'est un point de préoccupation, vous exposer à des risques assurantiels accrus, c'est un point qu'on a parfaitement entendu, et qui doivent, évidemment, ne pas conduire à une perte d'autonomie de votre part. Voilà ce que je voulais rapidement, enfin pas rapidement, partager avec vous, juste d'un mot, notamment lié à une certaine actualité qui fait qu'on a pu arriver jusqu'ici, mais parfois difficilement. Enfin, encore qu'aujourd'hui, c'était peut-être moins compliqué que les samedis précédents. Juste vous dire, moi, l'intérêt, l'importance que j'attache, j'ai commencé par ça, au partenariat conventionnel entre l'assurance maladie et les professionnels de santé, leurs syndicats, dans le cadre d'un exercice, la convention, qui est un exercice de négociation, pas de concertation, de négociation. Parce que je pense que pour faire bouger les choses, et les choses sont forcément compliquées, cette négociation, elle est plus exigeante, elle est plus respectueuse, et elle permet de construire des éléments d'évolution plus solides parce qu'ils ne sont pas construits et conçus par les uns et imposés aux autres, mais ils sont portés et négociés ensemble. Je pense que ça a de la valeur, mais c'est difficile. Et c'est probablement aujourd'hui plus difficile pour vous que pour nous.
signer est plus facile que signer. Parce que signer une convention, c'est forcément assumer une part de compromis, un équilibre. C'est toujours plus facile d'être dans la radicalité à la faveur des réseaux sociaux que d'être dans une construction qui nécessite d'intégrer le point de vue de l'autre et de devoir justifier d'un résultat qui n'est jamais évidemment tout ce que voulait l'un ou tout ce que voulait l'autre. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est infiniment plus porteur dans la durée, et donc moi je souhaite que ce que nous avons commencé à construire en 2016, qui s'est poursuivi aujourd'hui, nous avons aujourd'hui 5 syndicats sur 5 qui sont signataires de cette convention, eh bien nous sachions le faire vivre dans la durée, et nous en avons très dit, en tout cas on s'y essaiera dans les prochaines semaines, puisque dans les prochaines semaines nous ouvrons d'autres négociations qui porteront sur l'exercice coordonné, et comme vous le savez, la fonction d'assistant médical dans le cadre des annonces du président le 18 septembre. Merci à tous. Merci beaucoup. On a sûrement quelques petites questions à vous poser, donc on vous garde encore quelques minutes. Jérôme. Monsieur le directeur, oui, vous avez fait un petit historique conventionnel. Effectivement, je veux le dire, nous avons les trois co-présidents le même sentiment quand vous êtes arrivé à la tête de l'assurance maladie. Vous avez très rapidement appréhendé nos problématiques. Et ça, pour nous, ça a été un grand changement. Et vous avez très rapidement appréhendé le fonctionnement de la convention. Et comme vous l'avez également souligné, il y a une confiance qui s'est installée entre nous. Une confiance qui nous a permis de négocier et qui nous a permis effectivement de signer. Évidemment, il y avait des avancées qu'on n'avait jamais connues jusque-là pour nos spécialités. Et puis, évidemment, comme la convention est quelque chose de dynamique, l'idée qu'il y aurait des avenants et qu'on pourrait encore plus progresser. Voilà, ça c'est pour ce qui est de l'historique dont vous avez parlé au début. Je voulais simplement vous dire quelques mots concernant la problématique du paiement à l'épisode de soins. Effectivement, nous sommes très attachés au paiement à l'acte et pour nous, c'est une façon d'attaquer le paiement à l'acte, ce paiement à l'épisode de soins. Vous citiez les problématiques de redondance, de qualité, de pertinence. Je dois vous dire que dans nos spécialités, Laurent Benoît, qui était vice-président de l'ASPAR, vient de partir, mais on peut dire que nous sommes des spécialités, nous avons des protocoles depuis très longtemps, des démarches qualité, des pertinences, du souci de pertinence des soins depuis de nombreuses années, et donc et des démarches d'accréditation, que ce soit à titre individuel ou en équipe. Donc c'est vous dire qu'on n'a pas besoin de levier extérieur pour pouvoir faire de la qualité. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant les actes redondants. Alors effectivement, on peut se poser la question dans certaines spécialités médicales, mais nous, on ne va pas s'amuser à opérer en endormir 10 fois les gens de la même chose. Donc généralement, quand il y a une indication opératoire posée par le chirurgien, il va opérer une fois, on dormit une fois, et puis on passe à autre chose. On n'est pas dans la même problématique que les spécialités médicales. Et en ce sens-là, et c'est sans doute ce qui a à l'origine suscité la création du bloc, c'est-à-dire que nous avions des spécificités qui nécessitaient d'être exprimées. Et là, concernant le paiement à l'épisode de soins et la défense du paiement à l'acte, je crois qu'on est tout à fait dans le cadre de nos spécialités. Voilà. En l'espèce, l'épisode de soins ne cherche pas n'est pas une réponse face à ce qui serait un sujet de pertinence ou de redondance. Le sujet de l'épisode de soins, c'est comment je favorise la meilleure qualité possible à la fois de l'acte opératoire, mais de la prise en charge en aval de celui-ci, dans une idée qui est d'essayer de réduire le taux d'intervention. C'est ça qui est le sujet. Sur le sujet de ce financement à l'épisode de soins, vous avez bien compris que nous, on est volontaire, parce que c'est notre structure mentale de chirurgiens, d'anesthésistes, d'obstétriciens. On est formatés, je dirais, aux bonnes pratiques, à l'accréditation. Nous, quand on a une complication, on est malheureux, on est soucieux, on a l'assurance qui est là derrière, etc. Donc, on est tout à fait formaté par rapport à d'autres qui, j'ai envie bien exprimé, qui sont sur du volume plutôt d'actes, etc. Et nous, on a un acte non répétitif, sanglant, parfois très dangereux, et donc
dans cette logique. Mais dans le financement à l'épisode de soins, il y a deux choses qui nous inquiètent. La mine Garbi est partie, mais nous avons une dépendance qui va poser des soucis de plus en plus avec ces groupes financiers. Vous le savez, on en parle souvent, ça va devenir insupportable. Parce qu'il y a des pressions que vous n'avez pas encore bien appréciées, mais nous avons des pressions sur le choix du matériel. Vous voyez, sans aucune vergogne, il nous parle du RFA. Vous voyez, même nous, on n'était même pas au courant du RFA. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Donc, cette perte de l'indépendance professionnelle, on ne veut pas la perdre. Parce que, c'est bon pour nous, bien sûr, mais surtout pour les patients. Parce que les choix du matériel, les choix des dispositifs, les choix de l'organisation, etc. Les groupes financiers, c'est des grosses machines qui arrivent. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on est parce qu'on regarde un peu, on a travaillé un peu la question, on n'a pas vu d'amélioration de la qualité significative par cet épisode, ce paiement à l'épisode de soins dans les études. Même aux États-Unis, même certains abandonnent parce que c'est très complexe, etc. Et je complète quand même par la philosophie initiale du forfait à l'épisode de soins. La philosophie initiale, quand on a créé ça, on a dit que A plus B plus C plus D plus 1, c'est-à-dire les honoraires des différents participants, le tarif de la prothèse, etc., etc., à la fin du compte, le forfait devait être inférieur. Initialement, c'était ça. Donc, c'est la troisième inquiétude. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'un directeur d'établissement, la quatrième inquiétude, bien sûr, et ça vous pouvez peut-être nous aider, c'est que qui va faire l'échec? Qui va faire l'échec? Est-ce que c'est M. Ramsey qui va régler l'infirmière libérale pour le Lovenox à faire pendant 8 jours? Est-ce que c'est M. Ramsey qui va faire le chèque pour le docteur Cuc? Ça, c'est des choses... Alors, quand on est en macro et qu'on regarde le système, on est tout à fait d'accord, mais attention, le diable est dans le détail. Et c'est là qu'il faut se méfier, parce que dans les expérimentations, on connaît l'ambiance. Même on remet un peu d'argent parce que c'est une expérimentation, donc on sait que... Voilà, donc c'est ça nos inquiétudes. Ouais. Mais vous savez... Et honnêtement, vos inquiétudes, elles sont parfaitement légitimes. Je pense qu'il faut c'est de cela, d'ailleurs, dont on parle avec ceux qui ont souhaité s'inscrire dans le groupe pour essayer de réfléchir avec nous. Vraiment, vos préoccupations sont parfaitement, entre guillemets, relayées. Et quelque part, ça nous aide à les prendre en compte. Bon, sur l'impact incertain au regard des expériences étrangères, nous, on a je ne serais pas capable aujourd'hui de vous donner, je parlais avec eux, et on voit des endroits où ça n'a pas été probant, d'autres où ça nous paraît, ce constat pessimiste que vous faites nous paraît moins évident. Puis il y a une forme d'intuition de départ qui est à la faveur des chiffres que je vous indiquais. Voilà, à un moment donné, une différence tarifaire entre celui qui a une qualité de pratique, c'est pas uniquement un point de qualité de pratique, c'est comme ça, un acte qu'on rate de temps en temps, c'est bien un résultat, une moyenne, bon, voilà. Faire en sorte qu'on valorise mieux ceux qui opèrent sans réintervention, beaucoup moins d'intervention que les autres. Il y a quelque chose qui, honnêtement, intellectuellement, me paraît faire sens et conduire logiquement à ce qu'on pousse à la qualité, parce que pousser à la qualité, si ça n'est que des guidelines et des recommandations, je crains quand même à un moment donné qu'on puisse atteindre un certain nombre de limites. Moi, je ne crois pas qu'il s'agisse de dire on prend l'ensemble de la séquence de soins qu'on fractionne en autant d'actes avec chacun sa valeur, on fait une addition et on va faire en sorte que l'addition soit inférieure à la somme des parties. L'économie, elle se joue, et quelque part elle se partage sur la réduction des réinterventions. Point. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, nous, dans le premier, la première fois où nous avons évoqué ce sujet dans un rapport à charge de produit, nous avions pris le soin, dans ce chapitre, de dire que nous n'avions aucune intention d'économie, puisque, quelque part, le coût des réinterventions
sont réinvestis dans les tarifs des GHS tels qu'ils étaient reconfigurés en fonction de la gradation des risques des patients. Enfin, qui fait le chèque? C'est une question légitime qui a été posée avec une demande qu'il n'y ait aucune intermédiation. Donc, aussi, ce sont des choses qui peuvent à la fois s'entendre et que l'assurance maladie sait gérer. Bertrand. Je vous remercie d'avoir accepté d'être notre hôte et pour la première fois de venir parler devant tout le monde rassemblé ici. C'est pour nous aussi la première expression que l'on a de notre vie conventionnelle en tant que signataire. Un moment fort a été qu'il y a récemment, les deux syndicats qui n'avaient pas signé nous ont rejoints. Et ceci a nécessité de rediscuter de la présidence des conférences paritaires, des commissions paritaires qui nous représentent localement pour les régions et nationales. Et bien sûr, c'est de poser la question du renouvellement ou pas de la présidence de ces commissions. C'est un sujet difficile puisque les trois premiers qui ont signé avaient nommé une présidence. Ils ont fait le pari de cette convention. Ils se sont totalement impliqués. Nous sommes parmi ceux-là. Et comme vous dites, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre. Et l'arrivée tardive de nos deux autres partenaires qui ont parfois souhaité, parfois de manière très véhémente dans certains territoires, prendre la présidence parce que numériquement ils deviennent majoritaires. Ceci est vraiment un problème qui n'est pas tranché par les textes. Et j'ai apprécié, je veux le dire là, votre arbitrage qui est en ayant dit s'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de raison à changer la présidence. Ceci me paraissait être la sagesse et dans le sens des accords conventionnels initiaux. Nous avons su nous donner une confiance mutuelle et je vous remercie de l'avoir maintenu à un moment où ceux qui n'avaient pas partagé ce défi au départ nous rejoignent. Ça, je crois que c'est un geste fort et que je souhaite faire partager à l'ensemble des commissions paritaires locales et régionales quand il y a ces discussions qui parfois prennent un tour assez brutal. Juste une précision, en fait, je n'ai pas dit consensus, parce que si à ce moment-là il y avait eu consensus, il aurait fallu qu'un seul puisse s'y opposer. J'ai dit, c'est vrai que la convention ne dit rien. C'est d'ailleurs un problème, peut-être qu'on y remédie la prochaine fois. Mais elle ne dit rien, il y a pas de jurisprudence, même si maintenant il commence à y en avoir une, même si elle est un peu fragile, d'ailleurs, parce que j'ai pu le voir. Simplement, j'ai dit que parce que précisément les deux syndicats qui ont signé après les trois premiers ne sont pas majoritaires. Pas majoritaires, monsieur. J'ai dit, il faut qu'il y ait une majorité pour dire qu'il y a lieu de. Et donc il y a plein d'endroits, d'ailleurs moi je fais le tour, dans la grande majorité des commissions paritaires, régionales et TMA, il y a eu statu quo. Grande majorité de statu quo. Il y a eu un vrai sujet en Ile-de-France, peut-être ici ou là, enfin globalement, quand j'ai proposé que évidemment la section professionnelle doit décider à la majorité si elle pense qu'il est utile de procéder à une bonne, ça me permet de ne pas, au niveau de la commission paritaire nationale, de considérer qu'il n'y avait pas lieu d'eux. Et quand on regarde toutes les CPL et toutes les CPL, je dirais à 90%, on est dans un statut quo. Bon, voilà. Après, il y a eu dans certaines CPR et dans certaines CPL une majorité pour considérer que, dans des conditions d'un droit apporté qui étaient parfois, je dirais, surprenantes. Ça, malheureusement, c'est la vie. On a quelques minutes, on a dit qu'on termine à 16h30. Il y aura une question au-delà de ça, mais moi j'ai un point à soulever avec vous, et vous l'avez évoqué. Et vous savez que nous avions fait une proposition il y a quelques temps d'un rendez-vous annuel, et j'en ai
parlait souvent avec Jacques Lemaitre de cette vie de la CCM. Vous l'avez évoqué, mais au-delà de ça, et l'espoir de la future loi santé peut-être est présent pour nous. Au-delà de la CCM, il y a aussi les dispositifs médicaux, les actes qui sont inutiles. Voilà. Et je pense qu'il y aurait un rendez-vous annuel entre les payeurs assurance maladie, les professionnels, en incluant les conseils professionnels, etc., les assureurs complémentaires, qui feraient vivre notre système au fond de santé de façon plus importante. Voilà. Je parle de ça parce que, vous savez, ce matin, je regrette parce qu'il n'a pas pu rester et vous n'étiez pas là, mais on a eu une communication extrêmement importante sur une nouvelle technologie d'imagerie préopératoire qui s'appelle Visible Patient. Vous avez voilà. Et je vous assure, c'est un truc prodigieux pour la qualité. Or, donc c'est une innovation technologique redoutable, performante, qui amène vraiment de la qualité. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un financement de ce truc par des complémentaires. Ils sont allés voir le Crédit Mutuel et AG2R la mondiale. 10 millions d'adhérents, et ils ont dit financez-le. Ça coûte 600 euros, monsieur. 650 000. Non, 650 000. Si on en fait 1000, ça fait 650 000, mais un seul, ça fait 650 000. Vous connaissez la problématique du robot qu'on utilise, et d'autres systèmes. Or, notre système aujourd'hui, qui devait être actif, performant, etc., est bloqué. Alors, par des procédures HS qui sont lourdes, par des procédures CNAM qui sont lourdes, et on voit se creuser ce que nous avions connu avec la LGAP, pour les plus anciens. Nous allons le retrouver pour la CCM, sur les actes, mais aussi sur l'innovation technologique. Et ce rendez-vous annuel, pour lequel nous militons, nous, au bloc, serait sur l'esprit conférence de consensus sociétal. Conférence de consensus. Pour rentrer dans la conférence de consensus, vous avez 5 jours, et quand vous sortez, le texte est établi. Non, mais je lance un peu le débat, mais c'est vraiment très important, parce qu'aujourd'hui, regardez, sur un truc comme ça, vous êtes à côté, vous regardez ça de façon intéressée, mais vous ne payez pas. C'est le Crédit Mutuel qui paye. Demain, ça sera... Le Crédit Mutuel, il ne paye que parce que c'est dans un établissement. Non, mais il ne paye pas pour tous les établissements en France. Il paye pour les adhérents. Pour les adhérents. Pour ses adhérents. C'est comme une complémentaire santé. Ils ont intégré ça. Donc là, on va creuser les inégalités. Parce que ceux qui ont l'argent pour payer... Encore une fois, pardonnez-moi, les complémentaires n'y vont que pour autant que ça reste sur des quantités, des volumes... Bien sûr, bien sûr. Mais le sujet à un moment donné de rendre possible, et alors je ne sais pas si c'est sur le sens de leur contrat, non, mais d'accord, non, mais dans l'esprit, c'est regardez tout ça. Après, l'autre idée, moi j'ai noté mon réponse. En dehors, sur le fond, sur la méthode. Sur le fond, moi ce que je vous ai dit tout à l'heure de la CCM et de la difficulté à la maintenir, c'est aussi une manière de rendre possible des inscriptions d'actes innovants plus, je dirais, d'autant plus facilement, rapidement, qu'on est aussi capable dans le même temps enlever un acte qui n'est plus pratiqué, très bien, bravo, mais à un moment donné, revoir aussi le niveau de valorisation d'un acte dont le coût de travail est peut-être revu à la baisse, c'est plus difficile, mais c'est aussi le point d'équilibre nécessaire. Et vous, ça vous va assez bien, parce que vous pensez que ça va être assez peu impacté. Il y a d'autres spécialités où ça peut être tout de suite plus compliqué. Après, sur la notion de consensus sur des sujets d'innovation thérapeutique ou technologique, c'est toujours un peu délicat parce que à la fin des fins, on peut tout à fait se mettre d'accord entre nous, mais c'est quand même la haute autorité de santé qui, dans ce pays, a par la loi la responsabilité d'évaluer et d'inscrire, entre guillemets. Après, nous, on intervient
c'est peut-être pas là-dessus, c'est peut-être sur d'autres sujets. Ça ne puisse pas envoyer le sujet de l'innovation technologique, ne puisse pas nous intéresser. Xavier, Oui. on a 10 minutes encore. Je voulais revenir sur l'épisode de soins. Non, au début, je voulais vous dire quand même que ça fait 15 ans que je vais aux négociations conventionnelles, parce qu'avant j'étais avec la FMF, donc ça fait 3 fois que j'y vais. Et il y a un état d'esprit qui a changé et un respect des interlocuteurs qui n'existait pas avant. J'ai eu du mal à m'y habituer, mais c'est... Oui, je voulais vous dire, non, pour l'épisode de soins, il y a un truc moi, que je trouve très très difficile à comprendre, c'est les complications incluses. Les complications qu'on peut avoir sur une prothèse totale de hanche, je vous assure que si on peut les éviter, c'est jamais l'argent, c'est jamais le paiement qui influera là-dessus. Là, pendant que j'étais ici, j'ai eu un appel de mon collègue, j'ai une prothèse, c'est une vieille dame de 92 ans d'éléments sénile que j'ai opérée avant de partir, qui s'est luxée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas parce que je serai à l'épisode de soins qu'elle n'aura pas assez de luxation. Par contre, je serai sans doute incité, soit pour ne pas avoir d'ennui, soit dans mon établissement, à l'envoyer ailleurs, à se faire opérer. Parce que c'était une patiente à risque, on lui met des barrières qu'elle va essayer d'escalader, et puis voilà. Donc c'est la sélection des patients qui va se faire par ce biais-là, si on inclut la complication. Oui, je suis d'accord, c'est vraiment ça. Cette objection-là, elle est immédiate. Enfin, c'est la première des objections qui vient spontanément à l'esprit, de dire si vous mettez le même forfait pour tous les patients, alors qu'il y en a des très simples et des très 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 compliqués ou très risqués, par définition, on va forcément ne retenir que les premiers et ne pas prendre les autres. Bon, d'où le fait que ceci ne vaut que si à un moment donné on fait varier le niveau du supplément de l'acte en fonction de ce qu'est le niveau de risque du patient. Donc ça, c'est systématiquement intégré dans le mode de tarification. Oui, mais si le risque de complication devient trop important, il ne faut pas faire l'acte du tout. Même si vous payez un peu plus parce qu'il y a un risque de complication, cette prothèse, c'est une des plus simples de ma vie que j'ai jamais faite, c'est une des plus rapides que j'ai faites. Et elle s'est déboîtée quand même. Donc ce n'est pas une question de difficulté d'opération, c'est que c'est des patients à risque. Les patients à risque, si on ne veut pas avoir d'ennui, on ne les opère pas. Si on ne les opère pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir, chez moi, ils vont partir au CHU de Bordeaux. Je pense qu'on n'a que faire des fractures du col de fémur de Bergerac. Il faudrait bien que je les opère. Et eux, ils vont les opérer en plus pour vous, au double ou au triple du prix. Nous, on les fait. Je pense que si vous faites vos calculs, la prothèse de hanche faite à Bergerac dans ma clinique, ça doit être le moins cher de France. Dépassement Optamco inclus. Donc, envoyer les patients qu'on opère au CHU de Bordeaux, pour vous, c'est jamais une économie, même si on les envoie avant la complication, et encore plus si on les envoie après. Je trouve que c'est quelque chose. Puis la psychologie des chirurgiens pour éviter les complications, l'épisode de soins n'y changera rien. Nous, on n'a tellement pas envie d'avoir de complications, parce que la déontologie nous pousse, mais les établissements nous poussent, nos assureurs nous y poussent, tout nous y pousse. C'est pas le paiement qui va changer. Comment vous expliquez les différences de taux d'intervention? Je vais être politiquement incorrect. L'Assemblée nationale vient de valider pour la 3e fois la prolongation de l'autorisation d'exercice des praticiens hospitaliers étrangers collés aux examens. C'est Xavier Bertrand, le premier Xavier Bertrand, quand il était ministre il y a très longtemps, je ne sais plus quel président de la République c'était, qui a donné une borne en disant tous ceux qui seront collés, qui ne seront pas reçus plutôt avant telle date, seront virés des hôpitaux. Puis la date est arrivée, et il y en avait quand même quelques milliers qui n'avaient pas été reçus aux examens. L'Assemblée nationale unanime a voté la prolongation de leur autorisation provisoire d'exercice pour 5 ans. 5 ans après, il se trouve que c'était encore Xavier Bertrand, on a voté la prolongation pour 5 ans. Et puis là, on arrive aux 5 ans. Et ils viennent de revoter la prolongation encore pour 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des praticiens collés aux examens qui, depuis 15 ans, endorment, accouchent ou opèrent des Français, alors qu'en fait, aucun Français n'aurait eu le droit d'opérer dans les mêmes conditions. Et puis on est en train, pour les IBAUD, de nous les surdiplômer 2 ans de plus que d'habitude, enfin 2 ans de plus qu'avant, alors qu'on admet d'avoir des praticiens dont on sait qu'ils ne sont pas compétents. En tout cas, ils n'ont pas été reçus aux examens. Comment voulez-vous que les statistiques de ces établissements ne plombent pas vos résultats en matière de complications de prothèses? Même s'ils reçoivent que des fractures du col, si elles s'infectent ou qu'elles se déboîtent, c'est pas très très étonnant qu'il y ait des moyennes qui soient extrêmement variables d'un établissement à l'autre. Bon, je vais regarder si à regrouper les deux. Je peux y aller? C'est juste pour apporter une Oui, je viens d'entendre.
c'est pas forcément tous ceux qui sont volés qui sont forcément très mauvais, donc comme ça rattrape sur le plan politique correct. Mais par contre, c'est vrai que c'est comme la cuisine, la chirurgie, l'anesthésie, l'accouchement, il y a des étoiles, il y a 3, 2 et une étoile. Je pense que il y a aussi ce facteur individuel humain qui est peut-être pas pris en compte dans les comptes financiers ou d'échecs et de complications. Et ce facteur individuel est complètement humain dans notre métier, qui est très humain. Et c'est vrai que c'est un... Il n'y a pas de possibilité de s'améliorer en fait, une fois qu'on est... Il y aura toujours... On est bon, on n'est pas bon... Vous pouvez avoir une super équipe dans le tour, un super chirurgien qui est en tour, une super équipe pour un chirurgien, s'il est mauvais, ça sera forcément des mauvais résultats. On a plus que 3 minutes. Dernière question. Parce qu'en fait, je n'entends que ceux qui discutent tout le temps, en fait. C'est ça, donc j'entends bien que vous voulez me couper la parole, monsieur le directeur. Ça, c'est... Non, mais, vas-y. Oui. Bonjour, monsieur Benoît Vigne, je suis urologue. Tout à l'heure, dans l'exposé de la mine Garbi, on a compris que la politique tarifaire influence fortement, éventuellement, les choix qu'ils peuvent faire dans les établissements, puisqu'il nous a expliqué qu'ils gagnent plus à faire de la gériatrie qu'à faire de la chirurgie, notamment. Ah oui, ça va. Les tarifs, vous allez me dire, c'est le ministère qui les décide, mais c'est quand même l'élément le plus structurant, et c'est avec ça qu'on peut réorienter complètement une politique pour des établissements. Et avec des établissements privés qui sont de plus en plus d'envergure nationale, voire même internationale, mais ça ne concerne pas les tarifs français, on voit bien qu'il peut y avoir des arbitrages qui peuvent se faire entre des évolutions de tarifs médicaux, des évolutions de tarifs chirurgicaux. Comment, en toute objectivité, comment ces tarifs sont discutés éventuellement avec vous aussi? Ou est-ce qu'ils vous sont imposés tant que ça? Non, c'est pas qu'ils nous sont imposés. La définition de l'évolution des tarifs relève de la pleine responsabilité du ministère de la Santé. C'est une prérogative du ministère de la Santé. Et donc, le travail est conduit par les services compétents du ministère. Et il n'y a pas de procédure prévue par les textes qui nous conduirait à ce que nous soyons consultés officiellement, formellement, et dès lors même informellement sur la campagne tarifaire et l'évolution des différents tarifs, parce que tout est une question effectivement d'évolution, pas uniquement, c'est pas le chiffre macro qui compte, c'est aussi le choix que l'on fait acte par acte. Et voilà, ça c'est quelque chose qui relève du champ de compétence du ministère. Alors, donc c'est un choix plutôt politique non, qui permet d'afficher que l'assurance maladie n'est plus déficitaire, alors même que beaucoup d'établissements soit sont au ras, soit en déficit. Parce que finalement, si les tarifs baissent, l'assurance maladie paye moins, le déficit de l'assurance maladie est moins, mais les établissements, eux, n'y trouvent plus leur compte. On dit bien que le déficit des hôpitaux, là je prends une casquette un peu publique, le déficit a beaucoup augmenté. Il y a une dimension micro qui est de dire qui fait les choix fins, de savoir comme dans le cas d'une évolution moyenne des tarifs, je l'avais compris ainsi votre question, qui à un moment donné va décider que tel tarif va plus ou moins baisser par rapport à tel autre, et ça ce sont des choix qui ne sont jamais évidents. Donc ça fait pas ce qu'on appelle la construction de la campagne tarifaire, qui n'est pas uniquement, tout est politique, mais c'est aussi un travail technique qui est fait par des gens, des collaborateurs de la direction générale de l'offre de soins qui sont des gens tout à fait compétents, que j'estime beaucoup et que l'on travaille bien. Donc je ne critique pas une seconde pour ça, je pense qu'il faut travailler très sérieusement. Et puis à la fin, vous reprenez sur un élément plus macro qui veut dire finalement cette régulation tarifaire qui fait que l'évolution du volume est entre guillemets freinée par un ajustement à la baisse des tarifs, ça conduit à du déficit des établissements et par conséquent, c'est une forme, je dirais, de déficit externalisé, puisque ça n'apparaît pas dans le système de la sécurité sociale, mais il y a bien un déficit des établissements. Ce point est juste pour les établissements publics. Et on a eu un creusement en 2017, on verra ce qu'il en est de 2018, qui est là, contestable, lié aussi à une baisse d'activité en 2017 qui a été très supérieure à ce que étaient toutes nos hypothèses sur lesquelles l'assurance maladie apporte des éléments pour projeter ce qui est quand même l'acte attendu. Voilà. Mais même quand on réintègre entre guillemets tout cela, je trouve que par ailleurs, mon raisonnement général sur le fait qu'il faut quand même essayer de tenir mon âme dans les eaux où nous le tenons et que grâce
même si on réintégrait un modèle des déficits hospitaliers et son creusement récent au cours des 2 dernières années, nous restons dans une pente qui nous amène à atteindre le point d'équilibre, ce qui me paraît être globalement, par exemple, je vais essayer de vous en convaincre, un élément vertueux si on veut continuer à investir dans l'année 2016 dans la valorisation des actes. Parce que si on est en déficit, c'est évidemment plus compliqué que lorsqu'on est à l'équilibre. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général, d'avoir fait l'effort en ce samedi, mais qui n'est peut-être pas si chaud que les précédents, mais d'être venu jusqu'à nous. Et nous avons été très... Voilà, maintenant il s'agit de...